ces deux exercices-là, c'est la première partie de ce dernier chapitre. Donc, comment on passe d'une application linéaire à la matrice. Ensuite, comment on passe d'une matrice à l'application linéaire. Donc, ça, c'est important. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, on se donne une application linéaire de R3 dans R3. C'est ce qu'on appelle un endomorphisme. Donc, c'est une application qui va de R3 dans R3. On la définit de la façon suivante. Et on sait que, à partir de l'écriture, on sait qu'elle est linéaire. Donc, c'est pas la peine de la démontrer. À partir de l'écriture, on sait que c'est linéaire. Il n'y a pas de constante, il n'y a ni produit, ni puissance, etc. C'est des équations de droite. Donc, c'est linéaire. Alors, la première question, c'est déterminer la matrice A de F. Alors, pour trouver la matrice d'une application linéaire, c'est toujours par rapport à des bases. Alors, les bases ici, comme il s'agit du même espace, on applique la base canonique. Deuxièmement, on vous demande de calculer A2, on vous demande de déduire que F est un isomorphisme et de donner F-1. Bon, alors je préfère qu'on fasse les calculs ensemble. Ensuite, je vous donne le corrigé, parce que c'est très important de savoir comment trouver la matrice vous-même. Alors, donc, je vais prendre la feuille blanche et je vais écrire les choses ici. Ça va prendre un peu de temps parce que c'était pas facile d'écrire avec la souris, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Même si on prend du temps, l'essentiel c'est que tout le monde puisse comprendre comment trouver la matrice d'une application linéaire. Donc, je prends l'application F, on vous dit que c'est un endomorphisme de R3. Endomorphisme, ça signifie que l'espace de départ, c'est le même que l'espace d'arrivée. Alors, comment on l'a défini? À tout vecteur x, y, z, qu'est-ce qu'on associe? On vous dit, on lui associe alors l'image suivante. Alors, c'est moins y plus z, moins y et x moins y. Moins y plus z, moins y, et j'ai oublié, moins y plus z, moins y, et x moins y. Alors, comme on vous parle de la base canonique, donc la base canonique, je l'appelle E. C'est comme ça qu'on note d'habitude la base canonique. La base canonique de R3, donc, les éléments, c'est E1 égale A1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Et E3, qui est égal à 0, 0. Voilà la base canonique de R3. Alors, dans la première question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit trouver la matrice A de F relativement à la base canonique. Alors, quand on vous écrit cette phrase, il faut savoir la décoder. Il faut l'écrire sous forme, comment dire, avec la notation de la matrice d'une application linéaire. Je vous ai dit, la matrice d'une application linéaire par rapport à deux bases, ou bien relativement à deux bases, son écriture, c'est comme ça. Donc, matrice de F, on écrit comme ça. Matrice. Cette écriture, c'est très important. C'est à partir de cette écriture que vous allez déterminer A. Donc, c'est la matrice de F. Regardez bien la phrase. Déterminer la matrice de F relativement à la base canonique. Normalement, c'est relativement à deux bases.
Mais comme il s'agit du même espace et de la même base, donc, on équilibre directement la matrice de F par rapport à la base canonique. Alors, en réalité, donc, voilà comment vous allez l'équilibrer. Mais en réalité, c'est ça. C'est la matrice de F par rapport à la base du premier espace et la base du second espace. C'est lorsque on a la même base qu'on l'équilibre juste une fois. Donc, au lieu de dire matrice de F par rapport à la base canonique de R3 et la base canonique de R3, pour éviter la répétition, on dit tout simplement matrice de F par rapport à la base canonique. Donc, quand il y a une seule base, ça signifie que la deuxième, c'est la même que la première. C'est pour éviter la répétition qu'on l'écrit uniquement comme ça. Alors maintenant, à partir de cette écriture, comment déterminer F? Alors pour déterminer F, regardez bien comment il faut lire, il faut interpréter cette écriture. Il faut l'interpréter comme ça. Alors, vous allez calculer F, donc la matrice, commençons par la matrice. La matrice, la voici. Ensuite, comment trouver les coefficients? Alors, pour trouver les coefficients, il faut calculer F, regardez bien, F des éléments de E. C'est quoi les éléments de E? Les éléments de E, c'est E1, E2 et E3. Donc, je calcule F de chaque élément de E. Alors, donc, il faut calculer F de E1, F de E2, et F de E3. Donc, dans un premier temps, voilà ce qu'il faut faire. F de chaque élément de E. Donc, je vais faire les calculs. Alors, c'est quoi F de 1, 0, 0? Voilà l'application F. Alors, dites-moi, c'est quel vecteur je vais trouver? 0, 0, 0, moins 1. 0. Alors, c'est pas moins 1. 0, 0, 0, 0, 1. D'accord. F de E2. Moins 1, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1 et moins 1. F de E3. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0 1 et 0, 0. Voilà. Alors, donc, on a calculé, regardez bien l'écriture, on a calculé F des éléments de E. Maintenant, la suite, c'est quoi? Eh bien, chaque vecteur que je viens de calculer, il faut l'écrire dans la base E. Ça veut dire que ce vecteur-là, il faut l'écrire dans la même base E. Ça veut dire que ça va être quelque chose fois E1, plus quelque chose fois E2, plus quelque chose fois E3. Alors, F de E1, c'est combien par rapport à E1, E2, E3? C'est quoi le 0 E1 plus 0 E2 plus 1 E1 E3. plus 0 E2 plus E3. une fois E3. Alors, donnez-moi l'écriture de F de E2 dans la base E. Moins E1. E1, moins E, Moins moins E2, E3. moins E3. Très bien. Moins E2 et moins Moins E3. E3. Et puis la même chose. Pardon, je me suis trompé ici. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? E1 plus 0 0, E2 E2, plus 0, E3. Voilà. E1 plus 0 E2 et plus 0 E3. Alors maintenant, une fois qu'on associe, je reviens à ma matrice. Alors, F des éléments de E, ça va être les colonnes. Donc, vous allez, les colonnes de A, c'est F de E1, F de E2, et F de E.
Alors, dans f de E1, il y a combien de E1? Alors, pourquoi j'écris en bas E1, E2, E3? Alors, regardez bien. C'est à partir de cette écriture. Regardez. F des éléments de E, F de E1, F de E2, F de E3. Je les écris ici. Ensuite, c'est par rapport à quelle base? C'est par rapport à E. Mais E, c'est quoi ces éléments? C'est E1, E2 et E3. Donc, je reviens maintenant à l'écriture. Je reviens à F de E1. Dans F de E1, il y a combien de E1? C'est 0. Il y a combien de E1? C'est 0. Il y a combien de E2? 0 aussi. Il y a combien de E3? 1. Dans F de E2, il y a combien de E1? Moins 1. Moins 1. Combien de E2? Moins 1. Moins 1. Et combien de E3? Moins 1. Moins 1 aussi. Dans F de E3, il y a combien de E1? 1. 1. Combien Zéro. de E2? 0. Et combien de E3? 0. Et voilà la matrice de F. Donc, c'est à partir de cette écriture. À partir de cette écriture, on va déterminer la matrice de l'application linéaire. Donc, il faut calculer F des éléments qui se trouvent ici en fonction de la base suivante. Tout est dit, tous les renseignements se trouvent dans cette écriture. Bon, allez, corriger. Donc, voilà l'application F. On note par E la base canonique de F3. Déterminer la matrice A de F relativement à la base E. Alors, pour la détermination de cette matrice, on calcule F de E1, F de E2, F de E3. C'est ce qu'on a fait en fonction de E1, E2 et E3. Donc, on a fait les mêmes calculs. Les voici. Donc, A. Voilà ce que vous obtenez. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, s'il y a des questions, il vaut mieux les poser maintenant. Donc, comment trouver la matrice d'une application linéaire? Il faudrait que tout le monde sache comment faire. C'est pas compliqué, il faut juste comprendre le principe. Le principe, c'est à partir de l'écriture. De manière générale, lorsque vous avez une application linéaire, lorsque vous avez une application, alors, lorsque vous avez une application linéaire d'un espace E dans un espace F. Alors, vous avez une base de E, toujours, et vous avez une base de F. Alors, quand on vous demande la matrice de F relativement à BE et BF, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vais juste prendre les éléments de E, BE, par exemple, c'est U1 jusqu'à UN. Les éléments de BF, pardon, je vais supposer que c'est V1 jusqu'à VM. On n'a pas forcément le même cardinal. Alors, cette matrice, elle est égale à quoi? Alors, si on veut la trouver, si je l'appelle A, alors pour trouver A, qu'est-ce que vous faites? C'est à partir de la notation. C'est à partir de la notation que vous allez trouver les vecteurs. Alors, il faut commencer par calculer F des éléments de BE. Alors, c'est quoi F des éléments de BE? Le premier, c'est F de U1. Il faut calculer F de U1. Une fois que vous l'avez calculé, il faut l'écrire dans la base BF. Ça veut dire qu'il va être égal à A1 V1 plus AN ou la alpha 1 V1, etc., plus alpha N Vn.
Donc, vous revenez à A. La première colonne, c'est F de U1. Et vous allez dire, dans F de U1, il y a combien de V1, combien de V2 et combien de Vn. Donc, il y a combien de V1? Il y a A1. Vous écrivez le A1 ici. Il y a combien de V2, combien de Vn? Vous écrivez les coefficients de la combinaison linéaire. Et là, vous allez avoir A1. Voilà comment trouver F, la première colonne. Pour les autres, vous faites la même chose. Et donc, c'est à partir de là, on calcule F des éléments de BE en fonction des éléments de BF. Donc, F des éléments de BE, on les écrit comme combinaison linéaire des éléments de BF. Bon, alors, on vous demande de calculer A2. Maintenant, A2, on sait comment faire, c'est le produit de deux matrices. Allez, corrigez rapidement. A2, vous faites le calcul et vous obtenez que c'est égal à I3. Donc, si mes calculs sont bons, alors vous allez obtenir I3. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. La page, voilà, c'est mieux. Ensuite, une fois que vous avez calculé A2, on vous dit, on déduit d'espace vectoriel. Alors, pourquoi F est un isomorphisme d'espace vectoriel? Eh bien, parce qu'on a dit que lorsque A est inversible, ça c'est un résultat qu'on a vu maintenant, lorsque A est inversible, F est bijective. Puisque A c'est la matrice de F, donc si A est inversible, F est bijective. Est-ce qu'à votre avis, A est inversible? Oui. Oui, parce que A fois A, c'est l'identité. Donc on a trouvé une matrice B telle que A fois B est égal à l'identité. Ça veut dire qu'à partir du moment où A2 c'est égal à I, on déduit que A est inversible. Et c'est quoi son inverse? C'est A. C'est A. Est-ce que tout le monde est d'accord? Quand est-ce qu'une matrice est inversible? Une matrice est inversible s'il existe une matrice B telle que A fois B. Normalement, A fois B égale B fois A égale à l'identité. Donc, à ce moment-là, on dit que A est inversible. Et son inverse, c'est quoi? V. C'est B. Nous trouvons que A puissance 2 égale à l'identité. Voilà. On a trouvé ici que A au carré, c'est l'identité. Mais A au carré, on a trouvé que A carré, c'est l'identité. Mais A carré, c'est A fois A. Donc, A fois A égale à l'identité. Ben, ça voudra dire quoi? C'est la même chose qu'ici. Ça voudra dire que A est inversible, et son inverse, c'est quoi? C'est elle-même. Donc, corriger. Donc, à partir de là, on déduit que A est inversible, et son inverse, c'est A. Alors, puisque A, c'est la matrice de F, et que A est inversible, et donc F va être bijective. Donc, F est bijective. F bijective, ça signifie, comme c'est une application linéaire, donc c'est un isomorphisme. Une application linéaire bijective, c'est ce qui s'appelle un isomorphisme. D'accord? Alors, donc, F est un isomorphisme, et on vous demande de trouver F-1. Regardez bien. Montrez que F est un isomorphisme, et donnez F-1. C'est quoi l'expression de F-1? Alors F. là, c'est F. Parce que on a dit que F-1, c'est quoi? A-1 d'abord. C'est quoi A-1? C'est A. F-1, B. C'est la matrice, voilà. C'est la matrice de F-1, BF, BE. BF, BE. En fait, ici, non. Parce que on n'est pas dans le cas d'une application quelconque. On est dans le cas d'un endomorphisme. Regardez, on est dans le cas d'un endomorphisme. Donc, la matrice A-1,
BE, BE. C'est de E dans E. C'est la matrice de F-1 BE, B. mais comme il s'agit de la même base, donc ici c'est base canonique et base canonique. C'est la même base. Mais on a dit que A-1 c'est égal à A. C'est égal à A. Égal à la matrice F. Et A c'est la matrice de F, E, E. Qu'est-ce qu'on va conclure? F égale à F Que la matrice de F-1 F est égal à F-1. Alors là, c'est un exercice que je vous avais demandé de... Alors, le cours, il est complet. Tout ce que vous devez savoir, il se trouve dans le cours. Alors là, c'est un exercice que je vous avais demandé de faire. Bon, je n'ai pas donné le corrigé parce que je voudrais que vous réfléchissiez un petit peu. J'ai envie de vous faire travailler un peu. Alors, l'exercice, il dit la chose suivante. Alors, j'espère que je vais le retrouver assez rapidement. Voilà. Si la matrice de F, regardez bien les bases, c'est les mêmes, BE, BF, BE, BF. Si la matrice de F est égale à la matrice de G, c'est ce que signifie M égale à N. Donc, si la matrice de F est égale à la matrice de G, alors les applications F et G sont égales. C'est une équivalence. Donc, je reviens à ce que j'ai écrit. La matrice de F-1, c'est les mêmes bases, c'est les mêmes, hein, les bases sont les mêmes. Donc, la matrice de F-1 égale à la matrice de F. D'après l'exercice, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que F-1, l'application F-1, elle est égale à l'application F. Monsieur, Oui. on peut déduire que par exemple F de X, Y, Z égale à X, Y, Bien Z. sûr, bien sûr. Alors, si une autre façon de faire, c'est on sait comment trouver l'inverse d'une matrice, d'une application. On sait comment trouver l'inverse d'une application. Donc, vous pouvez vous amuser à calculer F-1 de X, Y, Z, bien sûr. Mais, du moment que A-1 est égal à A, la déduction, c'est rapide. C'est pour éviter de faire les calculs. Donc, F-1, c'est égal à F. Il n'y a aucun calcul, c'est direct. Si vous connaissez votre cours, du moment que la matrice de F-1 est égale à la matrice de F, alors à ce moment-là, les applications F-1 et F sont égales. C'est pour éviter de faire les calculs. Maintenant, si vous voulez faire les calculs, vous êtes libre. Vous faites les calculs, vous allez retrouver exactement la même chose. Alors, comment trouver l'inverse d'une application? Ben, il faut juste poser F-1. F-1, je veux calculer F-1 de X, Y, Z. Si vous voulez faire les calculs. Je veux savoir c'est quoi F-1 de X, Y, Z. Alors, vous dites que ça va être égal, par exemple, on sait que ça va être égal à ABC, un vecteur de R3. Alors, dans cette équation, qu'est-ce qui est connu? On est X, Y, Z, c'est connu, mais ABC, je ne sais pas ce que c'est. Pour trouver F-1, il faut connaître ABC. Alors, ça équivaut à quoi? X, Y, Z égale à F, ABC. Ça équivaut à F de ABC égale à X, Y, Z. Et ça va vous donner un système de 3 équations à 3 inconnues. Vous allez exprimer A, B et C en fonction de X, Y, Z. Une fois que vous avez trouvé A, B, C, vous remplacez ici. Et vous allez voir que ça va vous redonner exactement la même expression que F. Alors, pour éviter de faire ceci, c'est plus rapide. Alors là, c'est une seule ligne. La matrice de F-1, elle est égale à la matrice de F. On déduit que F-1 est égal à F. Donc, c'est une seule ligne. Ça se fait en une seconde. Bon. Alors, j'espère que ça a été clair. Deuxième question. Là, c'est le chemin inverse. On vous donne
la matrice A, et on vous demande de trouver, la troisième question, c'est trouver F. Donc, quand on connaît F, on vient de voir comment trouver sa matrice. Maintenant, c'est la matrice que je connais, et je veux trouver l'application. Bon, alors, il y a des questions intermédiaires. Soit F, l'application linéaire. Donc, ici, c'est pas un endomorphisme, parce que c'est pas le même espace. Le premier, l'espace de départ, c'est R4. L'espace d'arrivée, c'est R3. On vous dit, la matrice de F relativement aux bases canoniques de R4 et R3, c'est ça. C'est A. Donc A, c'est la matrice, on vous dit, A, c'est la matrice de F relativement aux bases canoniques. Alors, comment j'ai noté les bases canoniques? On va prendre la même notation que dans le corrigé. Alors, la base canonique, donc R4, je l'ai noté E, et R3, je l'ai noté epsilon. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice base canonique de R3. Canonique de R3 et la base canonique, c'est plutôt l'inverse. La matrice de F relativement à la base canonique de R4 et la base canonique de R3. Donc, on vous dit, je l'appelle A. Alors, que représente la première colonne? À partir de cette écriture, que représente la colonne 1, 1, 1? Qu'est-ce qu'elle représente? F de E1. C'est F de E1. Elle représente F de E1. Parce que, c'est ce qu'on a dit. Ça, pour trouver cette matrice, il faut calculer F des éléments de E et il faut les écrire dans la base epsilon. Donc, les éléments de E, c'est E1, E2, E3 et E4, etc. Il faut les écrire en fonction de epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3. Donc, voilà ce que représente A. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déterminer une base du noyau et une base de l'image de F. Alors, est-ce qu'il faut utiliser la définition? Oui, non, parce qu'on est sur la forme, on n'a pas l'expression. On n'a pas l'expression de F. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser la définition. S'il n'y avait pas la troisième question, est-ce que on a le droit de commencer par trouver d'abord F, ensuite utiliser la définition? On a le droit de le faire. Mais du moment que, à la troisième question, on vous a demandé l'expression de F. Donc, on n'a pas le droit de commencer par trouver F, puisque c'est demandé à la dernière question. Donc, on ne peut pas utiliser F. Alors, si on ne peut pas utiliser F, comment trouver une base du noyau et une base de l'image? C'est en utilisant la méthode, la nouvelle méthode qu'on vient de voir aujourd'hui. On échelonne la matrice A en colonne. Donc, c'est ça la nouvelle méthode. C'est ça qui est demandé de faire dans cette exercice. Alors, d'égal E1, E2, E3 et E4. Je choisis de la noter comme ça. Et la base canonique de R3, je choisis de la noter comme ça. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc, on vous donne une application linéaire, mais on ne la connaît pas. Qu'est-ce qu'on connaît à sa place? On connaît sa matrice. Donc, on connaît la matrice de de F relativement à la base canonique de R4 et la base canonique de R3. Cette matrice-là, on la connaît. Alors, on demande de trouver une base du noyau et une base de l'image. Et donc, la nouvelle méthode qu'on vient d'exposer aujourd'hui, c'est d'échelonner la matrice A en colonnes. Donc, d'abord, il faut regarder que représentent les colonnes. Les colonnes, ça représente F de E1, F de E2, F de E3 et F de E4. Alors, pour échelonner, qu'est-ce qu'on fait? On fait, alors, pour avoir un 0 ici, donnez-moi l'opération. On fait deuxième
deuxième colonne moins 2 fois la première. Donc, deuxième colonne, c'est f de E2 moins 2 fois la première. On fait ça moins 2 fois ça. Donc, voilà ce que vous allez avoir. 0, 0, moins 3. Alors, pour annuler le 1 qui est ici, qu'est-ce qu'on fait? Troisième colonne moins la première. La troisième colonne, donc, c'est f de E3 moins f de E1. Et on va avoir 0, 1, 4. Pour annuler le 3, alors on fait... Monsieur, au moins 3 f de... Comment? C'est possible possible que que j'ai moins fait... 4. Alors, oui. Donnez-moi le coefficient. Normalement, moins 3, là. F de E4, c'est moins 3, oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas exclu qu'il y ait des erreurs. Hein. Je fais les calculs, donc c'est possible que je me trompe. Oui, c'est F de E4 moins 3 fois F de E1. C'est la quatrième colonne moins 3 fois la première. Donc là, effectivement, c'est un 3 au lieu de 4. Donc vous allez avoir 0, moins 2, moins 14. Là aussi, vous vérifiez les coefficients. C'est possible que je me... Que c'est une matrice échelonnée en colonne? Non, elle n'est pas échelonnée en colonne. Alors déjà, vous avez 2 zéros ici. Donc, je peux permuter ces deux colonnes. Je peux les permuter. Voilà. Donc, quand je les permute, j'obtiens 1, 1, 1, 0, 1, 4, 0, 0, moins 3. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais cette colonne, donc la quatrième, moins plus 2 fois celle-là. D'accord? Donc, cette colonne, plus 2 fois celle-là. Alors, j'obtiens ceci. Donc, j'ai permuté la première et la troisième, donc elles sont là. Quand je fais ça moins ça, donc j'obtiens ceci. Est-ce qu'elle est échelonnée? Pas encore. Maintenant, on doit annuler le coefficient qui est ici. Monsieur, l'annuler, oui. vous pouvez, genre, quand on a permuté, on a permuté. On va de la suite, genre, il faut tenir compte, à la fin, il faut tenir compte de la permutation, bien sûr. À la fin, il faut tenir compte. F de E4 moins 4 E1 plus 2 AD, genre, les chiffres. Comment? Vous n'avez pas tout, vous savez pas comment tout ceci. C'est déjà Hein? Ah oui, j'ai fait une erreur tout à l'heure, oui. F de E4 moins 3 fois F de E1, c'est ça? Oui. Ben, vous rectifiez ce qui a rectifié, effectivement. Vous rectifiez ce qui a rectifié, bien sûr. Maximum, c'est 2 fois F de E3 moins 2. Comment? Genre la suite. On a trouvé avec la suite. Plus 2F, E3 moins E1. لا قدامها monsieur. لا قدامها. هذه. لا على droite على droite. والله. Oui. Ben, ça c'est la colonne. On a fait ça moins plus 2 fois ça. Cette colonne plus 2 fois cette colonne. Mais c'est quoi cette colonne? F de E3 moins F de E1. Sachant que F est linéaire. Ah. Donc ça c'est F de E3 moins E1. Ah ok, d'accord. Voilà, parce que c'est linéaire. Donc là, il y a une erreur, effectivement, il faut mettre 3 au lieu de 4. Donc là aussi, il va falloir rectifier. Bon, allez, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette colonne plus moins 2 fois celle-là. On est d'accord? Quatrième colonne, moins 2 fois la troisième. Donc la quatrième colonne, alors donc c'est F de E4 moins 3 fois F de E1, moins 2 fois, donc c'est moins 5. Au lieu de 6, c'est moins 5. Moins 5 E1. Je pense que le reste, c'est bon. Ensuite, moins 2 fois. Voilà. Et ça vous donne 0, 0, 0. Alors, la méthode du cours maintenant, ce qui a été donné en cours, c'était quoi? On regarde les colonnes non nulles. Les colonnes non nulles, il y en a 3. Il y a 1, 2, 3. Alors, ça correspond à quel vecteur de A?
F de E1, F de E2, F de E2. Alors, mais on a permuté. N'oubliez pas qu'on a permuté. Donc, ça va correspondre à F de E1, F de E3 et F de E2. Mais c'est pareil. F de E2, F de E3 ou la F de E3, F de E2, c'est pareil. Donc, ça correspond à F de E1, F de E2, F de E3. Alors, ce qui fait que C'est une base F de E1, F de E2, F de E3, c'est une base de in de F. Et donc, c'est quoi le rang? Le rang, c'est le nombre de vecteurs qui se trouvent dans cette base. Donc, c'est... Alors, la même méthode, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit aussi que les colonnes de la matrice échelonnée, ça forme aussi une base. Les colonnes non nulles. Donc, 1, 1, 1, le vecteur 1, 1, 1, la famille formée par le vecteur 1, 1, 1, 0, 1, 4, c'est la deuxième colonne, et 0, 0, moins 3, ça aussi, c'est une base de in de F. Donc, on a trouvé deux bases, avec cette méthode, on a trouvé deux bases de in de F. Et si je regarde la colonne nulle, la colonne nulle, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Alors ça, c'est quoi? C'est F, comme elle est linéaire, ça c'est F de moins 5E1 plus 2E3, donc c'est moins 5E1, plus 2... Les mots, qui me directement sur les mots, moins 1, voilà, alors, plus E4, je vais d'abord l'écrire. Plus E4, moins 2E2, plus 4, E1. Alors, ça va donner ceci parce que F est linéaire. Et ce qu'il y a à l'intérieur, effectivement, si je fais les calculs, il y a combien de E1? C'est moins 5E1 plus 4E1. Donc, c'est moins E1. Combien de E2? Moins 2E2. Plus 2E3, moins, il n'y a pas de virgule, moins 2E2, qu'est-ce que j'ai dit? Moins E1, moins 2E2, plus 2E3, et plus E4. Et cette image-là, elle est égale à vecteur nul. 0. Et quand l'image d'un vecteur est nulle, ça signifie que le vecteur appartient au noyau. Donc le vecteur appartient au noyau. Et comme il y a un seul vecteur nul, ça veut dire que le vecteur qui est ici, c'est une base du noyau. Alors c'est quoi ce vecteur-là? Moins E1 plus 2E2 plus 2E3 plus E4. Donc ça va vous donner le vecteur moins 1, 2, 2, 2, 4, 2, 1. 2, et 1. Donc ce vecteur-là, c'est ça qui va former une base du noyau. Donc je me suis trompé, ce qui fait qu'on ne va pas écrire le même vecteur, on ne va pas retrouver le même vecteur, effectivement. Donc l'erreur, c'est moins E1 plus 2E2, donc c'est moins E1, moins 2E2, ça c'est bon, plus 2E3 plus E4. 2E3 plus E4. Donc il y a juste moins 2 qui devient moins 1. Donc, le vecteur moins 1, moins 2, 2, 1, eh ben, ça forme une base du noyau. Et la dimension du noyau, c'est égal à 1, puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur, colonne, qui est nul. Est-ce que vous avez compris comment trouver une base du noyau et une base de l'image? Donc, on échelonne en colonne. Une fois que vous échelonnez en colonne, les colonnes qui sont non nulles, vous pouvez prendre juste les colonnes qui sont non nulles. 1, 1, 1, 0, 1, 4, 0, 0, moins 3. Ça donne une base de l'image. Et puis, le vecteur que vous avez ici, le vecteur que vous allez avoir ici, ça va être une base du noyau. Donc, c'est très rapide. Il faut juste éviter de faire les calculs comme je viens de faire moi-même. Parce qu'une fois que vous vous trompez, donc le reste, c'est faux.
Bon, alors on continue. La question suivante, F est-elle injective, est-elle surjective? Comment savoir si elle est injective? Quand est-ce qu'une application linéaire est injective? Lorsque le noyau est égal à 0 de F. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que c'est pas le cas? Le noyau n'est pas nul, donc l'application n'est pas injective. Alors, puisque le noyau n'est pas nul, puisqu'il est de dimension 1, le noyau n'est pas nul, alors l'application n'est pas injective. Est-ce qu'elle est surjective? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? De toute façon, ceux qui ont fait le test, ils l'ont déjà utilisé. Alors, lorsque on connaît, lorsque un espace est inclus dans un autre, alors in de F, il est inclus dans quel espace? Sachant que F, elle va de R4 dans R3. Elle va de R4 dans R3. L'image, elle est dans l'espace d'arrivée. Donc, in de F, elle est incluse dans F3. C'est quoi la dimension de in de F, ou bien le rang de F? in de F plus que de F égale à la dimension. Le rang de F, c'était quoi? 3. C'est 3, et qui est égal aussi à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, lorsqu'un sous-espace, il est de même dimension que l'espace, qu'est-ce que ça signifie? Surjectif. Non, d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'il y a un sous-espace, il a la même dimension que l'espace. Donc, il est égal. Il est égal à l'espace. Ça signifie que in de F est égal à R3. Et puisque in de F est égal à R3, F est surjective. Donc, elle n'est pas injective, mais elle est surjective. Alors, je continue. Donc, comme in de F est inclus dans R3, et la dimension de in de F égale à la dimension de R3, donc un sous-espace qui a la même dimension que l'espace, il est égal à l'espace. Donc, on déduit que in de F est égal à R3. Et ça signifie que F est surjectif. Donc, l'application, elle n'est pas injective, mais elle est surjective. Alors, troisième question, donnez l'expression de F. Alors, l'expression de F, alors, pour trouver l'expression de F, je vous ai donné la situation générale. Alors, lorsque vous avez une matrice, je vais la rappeler ici. Lorsque vous avez une matrice qui est dans M, N, M, 2K, ou la de R. Prenez R si vous voulez. On lui associe une application linéaire qui va de quel espace dans quel espace? Rm dans Rn. Voilà. Alors, elle va de Km ou la Rm. Donc, si elle est dans R, par exemple, allez, on va prendre dans R pour simplifier. Si vous la prenez dans R, donc elle va aller de Rm dans Rn. Et si vous prenez un X, mais il faut l'écrire en colonne. X1 jusqu'à Xm. Alors, qu'est-ce qu'on associe? C'est quoi l'application qu'on lui associe? C'est f de x égale. C'est A fois X. A fois X. Voilà l'application qui est associée à la matrice A. C'est f de x égale à A fois X. Donc ici, on vous dit que f, c'est l'application qui est associée à A. Donc dans notre cas, on a une matrice A qui appartient à quel espace? Notre matrice, elle appartient à quel espace? Regardez bien la série. 3, 4. 3 lignes, 4 colonnes. Donc elle est M3, 4 de F. On vous dit que cette matrice-là, c'est la matrice d'une application F. Alors, c'est quoi notre application F à ce moment-là? Donc, c'est l'application qui va de
Allez-y. R4. R4 dans R3. Dans R3. On vous demande de trouver f, donc on a l'espace de départ, l'espace d'arrivée. Si je prends un vecteur, x égale x1 ou la x, y, z, t, x, y, x, y, z, t. Donc, qu'est-ce que j'associe? J'associe f de x égale à a fois x. Voilà mon application f. Donc, corriger, expression de f. Alors, puisque A, c'est la matrice de f, par rapport à la base canonique, puisque cette matrice est connue, donc c'est f qui n'est pas connue, alors f c'est quoi? C'est l'application qui va de R4 dans R3, qui a x, y, z, t, on associe a fois x. Quand vous faites le produit, voilà ce que vous allez obtenir. Mais comme la notation habituelle d'une application, c'est en ligne, pas en colonne, alors, si vous voulez l'écrire en ligne, au lieu d'écrire x comme le vecteur colonne x, y, z, t, vous l'écrivez comme ça. Qu'est-ce qu'on lui associe? On lui associe la ligne x plus 2y plus z plus 3t, donc l'expression qui est ici, virgule, la deuxième composante c'est x plus y plus 2z plus t, et la troisième c'est x moins y plus 5z moins 11t, x moins y plus 5z moins. Alors ça, c'est juste pour trouver l'expression habituelle. Mais l'expression exacte, correcte, c'est celle-là. Donc, si on veut l'écrire de façon comme on a l'habitude d'écrire une application, la voici. Donc, l'application qui est associée à cette matrice, vous voyez que c'est pas très compliqué. À x, on associe a fois x. Et on obtient ceci. Voilà. Alors, maintenant, à partir de là, l'exercice 3, l'exercice 5 et l'exercice 6, ce sont des exercices qui sont issus de sujets d'examen. Donc, je vais les laisser pour mercredi. Donc, il reste, puisqu'on a commencé le TD à 4h10, donc je vais prendre 10 minutes pour faire l'exercice 4. Et je vais laisser le 3, le 5 et le 6 pour mercredi prochain. Ceux qui veulent les préparer, ils peuvent les faire maintenant. Ou là, ils peuvent les préparer pendant la journée de lundi et mardi. Si vous voulez attendre le corriger de mercredi, vous faites ce que vous voulez. Mais je préfère que vous jetiez un œil vous-même. Vous avez votre cours, on a donné ce qu'il faut savoir, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Vous avez tous les ingrédients pour essayer de les faire. Bon, alors maintenant pour l'exercice 4. Alors l'exercice 4, il faut savoir que une application linéaire, ça se passe pas uniquement dans Rn. On peut considérer des espaces vectoriels qui sont pas forcément Rn. Alors donc, j'ai choisi ici, c'est juste pour varier un petit peu. Il y a des situations où on travaille en dehors de Rn. Par exemple ici, on considère l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, soit R2 de x, le R espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On le munit de sa base canonique. La base canonique de R2 de x, c'est le polynôme 1, x et x2. C'est ça la base canonique. Parce que n'importe quel polynôme de R2 de x, si vous prenez un polynôme quelconque de R2 de x, il s'écrit comment? Il s'écrit ax au carré plus bx plus x au carré plus bx plus petit b, pardon, plus bx plus c. Alors, au fait, c'est, si vous prenez P2, c'est le polynôme x2. Si vous prenez P0 de x, c'est toujours un polynôme constant égal à 1. Si vous prenez P1 de x, c'est comme ça qu'on note les éléments de la base canonique.
P1 de X, c'est X. Et P2 de X, c'est X2. Alors, comment on va s'écrire P? Il va s'écrire A fois P2 plus B fois P1 plus C fois 1. Donc, c'est C fois P0. Et qu'est-ce que ça signifie? N'importe quel polynôme, c'est une combinaison de P0, P1 et P2. Ça signifie que P0, P1, P2, c'est une partie génératrice. C'est facile de voir qu'elle est libre. Et donc, c'est une base. Et ça s'appelle la base canonique. Donc, E, qui est égal à 1xx2, c'est la base canonique de R2 de X. Alors maintenant, on vous dit, on considère l'application linéaire, l'endomorphisme, donc c'est l'application linéaire de R2 de X dans lui-même, qui est définie par, à tout polynôme de R2 de X, on associe son image Fp égale P seconde plus 2P' plus P. Alors P seconde, c'est la dérivée seconde, P' c'est la dérivée première, et on lui ajoute P. Voilà comment on définit l'image d'un polynôme quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? La matrice de F relativement à la base E. Alors, en principe, on est capable de la déterminer. Alors, pour la déterminer, il faut écrire sa notation, sa représentation. Comment on représente A? Alors, A, c'est la matrice F de F B de R de X. Alors, donc, par rapport à la base B, c'est parce qu'en réalité, comme c'est un endomorphisme et qu'il est muni de la même base, en réalité, c'est la même base deux fois. C'est pour ça qu'on dit la matrice de F relativement à la base canonique. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire alors? Il s'agit de calculer F des éléments de E. Et il faut les écrire en fonction de... Il faut les écrire dans la base E. Il faut les écrire en fonction de E. D'accord? Alors, le corriger, c'est pas celui-là. Non, ça va être voilà. Donc, on vous demande la matrice A de F relativement à la base canonique E. Alors, la base canonique, je la note comme on a l'habitude de la noter, P0, P1 et P2. Alors, P0, c'est 1. En fait, le 0, c'est pour la puissance de X. En fait, le 1, c'est X à la puissance 0. Donc, on l'appelle P0. Le 1, c'est X à la puissance 1. On l'appelle P1. Et P2, c'est pour dire que c'est X à la puissance 2. C'est comme ça qu'on note d'habitude la base canonique de l'espace des polynômes. P0, P1, P2. Donc, on vous demande la matrice A de F relativement à la base canonique. Donc, en réalité, c'est ça. C'est la matrice de F et on écrit la base canonique deux fois. Et à partir de cette écriture, on doit être capable de savoir comment déterminer A. Donc, la première étape, c'est calculer l'image des éléments de la base canonique. Donc, il faut calculer F de P0, F de P1 et F de P2. Donc, on doit exprimer F de P0, F de P1 et F de P2. Il faut les écrire dans la base canonique. Donc, il faut les écrire en fonction de P0, P1 et P2. Donc, cette phrase, elle exprime, elle veut dire que pour calculer A, on doit procéder de cette façon. Alors, une fois qu'on l'a écrite, on passe au calcul. Je calcule F de P0 d'abord. C'est quoi F de P0? Donc, d'après l'écriture de F, c'est P0 seconde plus 2P' 0 plus P0.
C'est quoi la dérivée seconde de 1? 0. 0. C'est 0. La dérivée seconde de 1, la dérivée première, c'est 0 aussi. Et donc, ce qui reste, c'est P0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va trouver P0. Et P0, si on veut l'écrire dans la base canonique, donc c'est P0 plus 0 fois P1 plus 0 fois P2. Maintenant, je calcule f de P1. P1, c'est x. N'oubliez pas que P1 de x, c'est x. Alors, f de P1, c'est P1 seconde plus 2 P' plus P1. Donc, P1 seconde, c'est quoi P1 seconde? La dérivée seconde de x. 0. C'est 0. Donc, c'est 0 plus 2 fois 1 plus 2 fois 1 et plus P1. P1, c'est x. Et donc, ça donne quoi? Ça donne 2 fois le 1, c'est P0. Donc, c'est 2 fois P0. Et x, c'est quoi x? C'est P1. Donc, 2 fois P0 plus P1. Donc, ça vous donne 2 plus P1. Donc, c'est 2 fois P0 plus P1. Ce qui fait que P2, son coefficient, c'est 0. Alors maintenant, f de P2. F de P2, c'est P seconde. Parce que P2, attendez, P2 de x, c'est x2. Donc, c'est quoi P' de P', c'est quoi? C'est 2x. Et c'est quoi P seconde? 2. 2. C'est égal à 2. Donc, f de P2, c'est P seconde plus 2P' plus P2. Alors, si vous voulez l'équilibre, bon, j'ai pas d'espace. P seconde, on vient de voir, c'est 2. Donc, ça va donner 2 plus 2P'. Alors, P', c'est 2x fois 2, donc c'est 4x. Plus P2. Alors, P2, c'est x carré. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. Et ça, c'est quoi? Alors, 2, c'est 2P0. Ah ben, là aussi, je me suis trompé. Plus 4x. 4x, c'est 4 fois P1. D'accord? Au lieu de 2, donc, c'est pas 2, c'est 4. Et plus P2. Donc, il y a une erreur, j'ai fait une erreur, il faut vérifier à chaque fois. Donc, ma matrice, c'est quoi la matrice A? Donc, c'est 2. Je reviens à F de P0, c'est ça la première colonne. Donc, c'est 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0. F de P1, c'est 2, 1, 0. 2, 1, 0. Et F de P2, bah, je me suis trompé, donc c'est 2, 4, 1. 2. Alors ici, au lieu de 2, c'est 4 et 1. Voilà la matrice. Alors, qu'est-ce qui est demandé ensuite? Alors, il est demandé de calculer A-1 et de déduire F-1. Bon, allez, on va calculer F-1. On va calculer, alors c'était où? On va calculer A-1. Alors, comment calculer A-1? Alors ici, on vous donne aucune indication. Par contre, dans l'exercice 1, on vous a demandé de calculer A2. Et on avait trouvé l'identité. Alors ici, on ne vous donne aucune indication. Quand on vous donne aucune indication, comment calculer l'inverse d'une matrice? Gauss-Jordan. Ben, comment? Gauss-Jordan. La méthode de Gauss. Il faut penser à la méthode de Gauss. Donc, première méthode, pourquoi j'ai dit noyau de F? On vous demande le noyau? Alors. Ah oui, j'ai pas vu la deuxième question. Oh là là. J'ai pas vu la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est trouver le noyau et on déduit que A est inversible. Alors, pour trouver le noyau, là, je connais F et je connais la matrice.
Donc, comment trouver le noyau? Là, vous avez deux méthodes. Ou bien vous utilisez la définition, ou bien vous échelonnez la matrice. Donc là, vous avez deux méthodes que vous pouvez utiliser. Bon, apparemment, j'ai fait les deux méthodes. Voilà. Alors, donc c'est l'ensemble des polynômes. L'image, c'est P seconde plus 2P' plus P égale au polynôme nul. Alors, je remplace P par sa valeur. Le polynôme de R2 ici s'équilibre A plus BX plus C2. Son image, donc il faut calculer P seconde, il faut calculer P' et remplacer. Donc, vous allez avoir ceci. Alors, ce polynôme-là, il faut l'écrire correctement. Donc, coefficient constant d'abord, le coefficient de x et coefficient de x2. Donc, c'est alpha plus bêta x plus gamma x2 égale à plus 0 x2. C'est ça l'élément neutre de R2 de x. Et quand est-ce que deux polynômes sont égaux? Si les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc, il faut que le coefficient constant soit égal à 0. Le coefficient de x égale au coefficient de x à droite. Donc, 4c plus b égale 0. Et le coefficient du x2 égale coefficient du x2. Alors, vous faites la résolution de ce système. C'est un système de trois équations, trois inconnues. Et vous allez avoir a égale b égale c égale 0. Parce que, puisque C est nul, à partir de là, B va être nul. Et si B et C sont nuls, donc A forcément nul aussi. Et donc, comment s'écrit P? P, c'est l'ensemble des A plus BX plus CX2 avec A égale B égale C égale 0. Donc, c'est forcément le 0 de R2. Alors, puisque le noyau est égal à 0, donc l'application linéaire, l'endomorphisme, il est injectif. Pourquoi il va être bijectif? Parce que la dimension de départ égale à la dimension d'arrivée, il est injectif. Oui, parce que quand on a affaire à un endomorphisme, quand c'est un endomorphisme, s'il est injectif, ben, il est forcément bijectif. C'est un résultat qu'on a énoncé quand on avait étudié les applications linéaires. Dès qu'un endomorphisme, on est en dimension finie, dès qu'un endomorphisme est injectif, il est forcément bijectif. Et aussi, dès qu'il est surjectif, il est forcément bijectif. Alors, la deuxième méthode, c'est en échelonnant la matrice. Si on échelonne la matrice A en colonne, comme on l'a fait déjà pour les exercices précédents, on échelonne. Bon, je vais vous épargner les calculs. Alors, voilà ce qu'on va obtenir à la fin. C'est une matrice qui est échelonnée en colonne. Est-ce qu'il y a une colonne nulle? Non, il n'y a pas de colonne nulle. Donc, c'est quoi la dimension du noyau? C'est 0. Il n'y a pas de noyau. Donc, la dimension, c'est nul. Il n'y a aucun vecteur qui engendre le noyau. Donc, la dimension du noyau, elle est nulle. Donc, lorsque vous échelonnez en colonne, si toutes les colonnes sont non nulles, puisqu'aucune colonne n'est nulle, ce qui fait que le noyau est égal à 0. Il n'y a aucun vecteur dont le noyau, mis à part 0. Donc, le noyau est nul. Donc, vous voyez, avec la matrice, c'est plus rapide. Hein. Vous avez votre matrice. Bon, sauf qu'ici, j'ai fait une petite erreur. Donc, c'est 4 et il faut rectifier. Il faut rectifier là où il faut rectifier. Donc, alors, puisqu'il n'y a aucune colonne qui est nulle, donc le noyau est nul. Et on déduit que F, c'est un endomorphisme injectif. Et puisque c'est un endomorphisme qui est injectif, alors c'est forcément un isomorphisme. Et puisque F est un isomorphisme, ça veut dire que la matrice A, elle est inversible. Donc, la matrice qui est associée à une application qui est bijective est forcément inversible. Et donc, la question suivante, on vous demande de trouver A-1. Alors, pour calculer A-1,
Donc là, je calcule avec la méthode de Gauss. Puisqu'on ne me donne aucune indication, donc j'utilise la méthode de Gauss. Alors, troisième question. Avec la méthode de Gauss, on obtient, donc j'ai pas fait les calculs, on obtient A moins 1 est égal à ça. C'est calculer l'inverse du matrice. Alors, n'oubliez pas que je me suis trompé au niveau du coefficient qui est ici. Hein. Normalement, c'est un 4 au lieu de 2. Donc, la matrice, il faut la rectifier. Il faut refaire la méthode et vous allez avoir donc une autre matrice. C'est pas celle-là, puisqu'il y a eu une erreur dans la matrice. Bon, alors, supposons maintenant qu'il n'y a pas eu d'erreur, que A-1, c'est égal à ceci. Donc, c'est la matrice de F-1. A-1, c'est la matrice de F-1. On vous demande de calculer A-1, donc c'est déjà fait, et on vous demande de déduire F-1. Alors, comment trouver F-1? Alors, c'est à partir de A-1. A-1, elle est connue. A-1, c'est la matrice de F-1. Donc, la matrice, elle est connue. Alors, comment trouver l'application qui lui est associée? On multiplie par X. On multiplie par X, tout simplement. C'est tout. On connaît A-1, donc pour trouver l'application, c'est A-1 fois X. F-1, c'est A-1 fois X. C'est l'application qui est associée à une matrice, qui est connue. Attendez, et je m'arrête ici. Donc F-1, c'est quoi? C'est l'application qui va de R2 dans R2, et qui est un polynôme. Ah oui, alors ici, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est, vous avez dit, c'est A-1 fois X. Alors ici, on est en présence des polynômes. Alors, comment c'est qu'il y a un polynôme? Un polynôme, il s'écrit A, AP0, donc c'est A plus BX plus CX2, ou bien AX2 plus BX plus C, peu importe. Voilà comment s'écrit un polynôme. N'importe quel polynôme, il s'écrit comme ça. Et on sait que quand on a une combinaison linéaire, n'importe quel élément d'un espace vectoriel, on peut l'écrire sous forme d'un vecteur de R3, comme ça. Vous prenez les scalaires A, B, C, et vous écrivez en bas la base. Donc, une combinaison linéaire, on peut la transformer en un vecteur. On l'a déjà utilisé, j'en ai déjà parlé. Donc, si vous avez une base, la base canonique, qui est 1, x et x2, un polynôme, il s'écrit a plus bx plus cx2, on peut l'écrire comme a, le vecteur a, b, c, et on écrit en bas dans la base E. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque, donc, un élément de R2 quelconque, on peut l'écrire sous forme vectorielle. C'est A, B, C dans la base E. Et c'est quoi F-1 de P? F-1 de P, donc, c'est A-1 fois P. A-1 fois P, donc, vous calculez votre matrice avec le vecteur ABC. Et vous allez trouver A moins 2B plus 2C, B moins 2C et C. Et c'est quoi cette écriture dans la base E? Cette écriture, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est A moins 2B Plus 2B plus C plus 2C. plus B moins 2C fois X Plus C au carré. plus C fois X au carré. C'est pas C au carré. C'est C fois X au carré. Ok. Voilà. Voilà le... Donc ici, j'ai rappelé d'où vient cette écriture. On rappelle que tout polynôme de R2, il s'écrit A plus BX plus CX2. Donc c'est AP0 plus BP1 plus CP2 qu'on peut écrire A, B, C dans la base. À partir du moment où on a cette écriture, donc A, B, C, cette écriture-là, elle est justifiée. Et F-1, donc un polynôme qui s'écrit A plus BX plus CX2, qu'est-ce que j'associe?
ben, j'associe ce que j'ai écrit ici. Donc, on interprète cette écriture. On l'interprète en disant que c'est A moins 2B plus 2C, plus B moins 2C fois X, plus C fois X. Et voilà votre application F-. Bon, j'ai dépassé les temps, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris 10 minutes supplémentaires. C'est pas méchant. Bon, j'espère que vous avez retenu l'essentiel. C'est pas des choses compliquées. Je vous invite à refaire tout ceci chez vous. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos mails, ou là, si vous voulez les noter, la semaine prochaine en présentiel, vous me posez toutes les questions enfin, tout ce que vous n'avez pas compris, vous le notez et on en discutera la semaine prochaine. Ou là, vous m'envoyez des mails et je réponds, il n'y a aucun souci. Voilà, donc s'il y a des questions concernant l'algèbre, vous les posez. Sinon, je vous laisse vous reposer 5 minutes et les groupes qui font TD d'analyse avec moi, donc je les prends à 5h30. Il est 5h23, donc je vous laisse vous reposer. Monsieur, Continue. Oui, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que Oui. tu peux mettre les notes de la pause? comment? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les notes du rattrapage? Les notes. Oui, Les faites la notes. petite pause de 5 minutes. Bon, alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui ne Oui, veulent pas monsieur. que j'envoie le note? En fait, monsieur, les marches Vous حاب voulez يشوف pas. la note تاعو les marches حاب يشوف la note تاعو ما يدخلش les fichiers. C'est simple. Non, c'est pas ça. Alors, je vous ai demandé, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes à peine une vingtaine. Donc, Monsieur, il y a lisez le quelqu'un chat. qui m'a envoyé des mails. Je vais répondre à la fin du TD, je vais répondre à chaque étudiant qui m'envoie un mail. Je lui donne sa note. Donc, vous m'envoyez un mail, je vous donne votre note. C'est compliqué. Est-ce que vous estimez que c'est compliqué? Monsieur, mais c'est tout le monde qui demande les Envoyez-moi un notes. mail. Vous Lisez le dites, chat. je suis tel étudiant. Comment? Lisez le chat, monsieur, c'est tout le monde qui demande les notes. Comment? J'ai pas compris. C'est tout le monde qui demande les notes. Vous pouvez lire le chat, t'as limite. Oui, je viens de Oui, monsieur, comment vous poser la question. Monsieur, Il y a le- quelqu'un, j'ai entendu un non. Oui. J'entends pas. Vous m'entendez, monsieur? Vous voulez que j'envoie le fichier? Oui, c'est tout le monde qui demande ça. Oui, monsieur. Oui. Oui. Je vous entends, oui. Oui, monsieur, envoyez le fichier, s'il vous plaît. Je vais vous l'envoyer. Je l'envoie, d'accord. À la fin du TD, je l'envoie. C'est bon? Donc, vous l'aurez à la fin du TD, c'est promis, il n'y a aucun souci. À la fin du TD, je l'envoie. Oui? Monsieur, il y a quelques des étudiants qui demandent de faire le TD le dimanche présentiel. Monsieur, madame, qui a une cours analyse présentielle et la révision Alors, de l'algèbre. comme pour ceux qui ont... Présentiel. Oui, monsieur. Vous voulez que je fasse une séance en présentiel? Une séance de quoi? Une séance de quoi?